Bonjour Françoise Imray. Bonjour. Bienvenue dans notre session live du Sursaut. Chaque semaine, nous posons 3 questions à un expert, un acteur de terrain, une personnalité politique engagée pour combattre les maux auxquels sont confrontées nos sociétés. Vous êtes vous-même avocat de métier, militant des droits de l'homme. Vous avez été tour à tour maire, président d'agglomération, membre du Parlement européen, avant de devenir diplomate, d'abord en tant qu'ambassadeur chargé des droits de l'homme, puis en tant qu'ambassadeur au Danemark jusqu'en septembre 2018. Depuis, vous avez repris votre robe d'avocat. Aujourd'hui est une date particulière puisque le 14 février 2015, peu après les attentats de Charlie Hebdo et d'Hypercacher, vous avez co-animé un débat sur le thème de la liberté d'expression au Centre culturel de Copenhague quand un terroriste a ouvert le feu et a fait un mort parmi les participants. Vous avez vous-même failli perdre votre vie. Ce même terroriste a ensuite pris pour cible la principale synagogue de la ville et, faute de réussir à y pénétrer, a tué le vigile Dan Uzan. On fait naturellement le parallèle entre les attentats de Copenhague et celles de Paris, dont les victimes sont des artistes, des fervents défenseurs de la liberté, d'expression, ainsi que des juifs. Je voudrais vous poser la question, comment est-ce que le Danemark a réagi à ces attentats et qu'est-ce qui a peut-être, est-ce qu'il y a un enseignement pour nous Français, pour nous Européens, de la manière dont le Danemark a traité notamment ces attentats? D'abord, merci de m'inviter. C'est vrai que ça a été un très grand choc au Danemark, parce que cette société, qui est marquée par une très forte cohésion sociale, se croyait à l'abri de cela, du terrorisme qui avait frappé en France quelques semaines auparavant. Et elle ne pouvait imaginer qu'elle avait sécrété en son sein les mêmes maux et qui allaient se dérouler de la même façon, se produire leurs effets de la même façon. Le lien est très fort aussi avec la France parce qu'après tout, tout est parti du Danemark. Si la France a été frappée, si Charlie Hebdo a été frappé, il faut le rappeler, c'est parce qu'il avait marqué sa solidarité avec les journalistes danois qui vivaient sous protection parce qu'ils avaient publié ces caricatures plusieurs années auparavant. Et au fond, cela a souligné, un des premiers effets, c'est que cela a souligné la proximité, d'affinité, de tempérament, l'appétit de la liberté qui unit la société française et la société danoise. Et cela, ça a été un lien très très fort. Enfin, sans doute, je l'ai ressenti particulièrement parce que j'étais en poste comme ambassadeur de France, mais je crois que tous les Danois se sont sentis très français à ce moment-là. Et on soulignait on ressentit le prix du sang de cette solidarité, de ce lien extrêmement fort. Je disais que le Danemark, c'est une société qui a historiquement une très grande cohésion euh, et qui n'était pas configurée euh, pour vivre cela. Donc, le premier effet, c'était plutôt une réaction dans la réflexion euh, sur l'intégration, sur comment peut-on en arriver là, avec toutes ces dimensions à la fois sociologiques, urbaines, euh, religieuses aussi, et avec un souci de faire de chaque nouveau venu dans la société danoise un vrai Danois. Donc un souci très fort. En fait, c'est un peu la préfiguration de ce qui a été chez nous, la loi anti-séparatisme qui est actuellement débattue. Ça a été plus ça que des réactions proprement sécuritaires, parce qu'au Danemark, on voit peu de policiers dans les rues, et je dirais même que les gens s'en méfient, ne demandent pas cela. Je me souviens que lorsque j'avais à veiller à la sécurité des établissements français, par exemple le lycée français, qui est l'un des plus importants d'Europe du Nord, c'est le plus important au nord de Berlin. Je me souviens que certains parents, certains enseignants ne voulaient pas que l'on installe des caméras, des vigiles, des portiques de sécurité, parce que la tradition là-bas, c'est que les écoles sont ouvertes sur la société et il a fallu un petit peu convaincre pour l'obtenir, mais ce n'était pas du tout dans la tradition. C'est pas la vision danoise de la société, d'une société apaisée. Et nous, en fait, c'est surtout ce que ça nous donne à voir de notre propre société. On s'est habitué à autre chose, en réalité. Et c'est nous qui, au fil des années, des décennies de confrontation à ce mal qu'est le terrorisme, nous nous sommes habitués
à une réponse exclusivement ou principalement sécuritaire, passant au second plan les autres aspects qui peuvent, dans l'arbre des causes, concourir à la perpétration d'actes de terrorisme. Donc ça a été un très grand choc et qui a conduit d'ailleurs le Danemark à être très solidaire de la France, pas simplement sur le plan des émotions, mais aussi sur le plan de la politique internationale et européenne. Le Danemark est un des pays les plus engagés dans les conflits internationaux et les conflits antiterroristes, en Syrie, en Irak, mais également au Mali. On ne le sait pas, les Danois, les pilotes danois, les avions danois sont engagés et ce sont des, comme le disent les militaires, c'est un pays frappeur. Donc, le Danemark prend sa part de la lutte antiterroriste sur le plan international et sur le plan militaire, mais a mené une réflexion très profonde sur qu'est-ce que c'est qu'un citoyen danois et qu'est-ce que c'est qu'être danois. Parce que sans faire l'impasse sur, au fond, il y a bien sûr l'antisémitisme, bien sûr le rejet il y a la dimension religieuse, il y a la dimension, il y a le rejet des caricaturistes et des caricatures, mais il y a aussi, en France comme au Danemark, dans ces actes terroristes, une profonde hostilité vis-à-vis de la société tout court, la société française ou la société danoise. Et ça, les Danois ne l'acceptent pas, que l'on puisse, en leur propre sein, nourrir une telle hostilité vis-à-vis de ce qu'ils sont. Et cela les a conduits à développer, je crois, une ingénierie de l'intégration particulière, où ils essaient de définir combien de, quel est combien de personnes ils peuvent réellement intégrer, et ils s'efforcent d'en faire de vrais Danois à travers la langue, à travers les coutumes, sans bien sûr, dans le respect de leurs propres coutumes, origines, traditions, identités, mais il faut qu'il n'y ait aucune équivoque sur leur appartenance à la nation. Et ça, c'est assez impressionnant de le voir. Le dire, c'est une chose, mais le voir, c'en est une autre. Et, et, et ça fonctionne relativement bien. Même s'il faut être très prudent, parce qu'aucun pays n'a trouvé la solution, et que la semaine dernière, je lisais que des attentats avaient été déjoués ou étaient en préparation par des terroristes au Danemark notamment, ce qui ne m'a pas vraiment surpris. On va passer maintenant à votre deuxième vie, au deuxième métier, aux deuxième passion. Vous avez été ambassadeur pour les droits de l'homme. Qu'est-ce que la voix de la France peut apporter dans le monde en termes de droits de l'homme et peut-être même plus aussi là, des questions des défenses des valeurs démocratiques? Bon, d'abord, quand j'étais ambassadeur en charge des droits de l'homme, je ne disais jamais que la France est le pays des droits de l'homme. Je connais nos propres faiblesses, l'état de nos prisons par exemple, et je ne laisserai jamais dire que nous sommes le pays des droits de l'homme. Nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme, comme le souligne souvent Robert Badinter. Nous portons une certaine vision des droits de l'homme, ça c'est sûr, qui est singulière, mais tout en étant universelle, mais nous n'avons pas de leçons à apporter au monde. Cela étant, aujourd'hui, je pense que le combat principal, c'est celui de ce que l'on appelle l'universalité des droits de l'homme. C'est-à-dire l'idée très simple que ce qui nous unit doit passer devant ce qui nous sépare. C'est une idée vraiment que chacun peut comprendre. Le grand mouvement des droits de l'homme, ça a été de dire les hommes et les femmes sont différents par leur genre, par leur origine, les latitudes sur lesquelles ils vivent, leur culture, leur religion, leur couleur de peau. Bref, tout ce qui nous distingue est une chose, est une réalité, mais au fond, du simple fait que nous appartenons tous au genre humain, nous avons le même droit à la dignité. Et pour consacrer ce droit à la dignité, eh bien, nous avons droit à un certain nombre de droits qu'on appelle les droits fondamentaux. Et ça, c'est la conception universelle que l'on ressent partout dans le monde. Mais elle est aujourd'hui, elle est menacée. Elle est menacée par tous ceux qui, au fond, cherchent à faire prévaloir tout ce qui nous distingue par-delà ce qui nous rassemble. C'est mettre des étiquettes sur les gens en fonction de leur identité, leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, et leur assigner finalement une vision identitaire clanique, comme une prison, comme si vous aviez une étiquette pour toujours.
qui vous empêche finalement de penser librement. Et penser librement, c'est aussi penser parfois contre, se positionner et parfois se positionner contre sa propre communauté d'origine ou sa propre culture d'origine. Euh, donc, nous devons être les gardiens de cet universalisme-là. Non pas parce qu'il est français, parce que ça n'aurait aucun sens, il faudrait beaucoup euh, d'orgueil pour la France pour prétendre imposer sa vision au monde, mais tout simplement parce que partout où je suis allé, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai ressenti, me montre qu'il n'y a pas de façon différente de souffrir de la torture, que nulle part une femme accepte d'être violée, que personne dans le monde ne trouve normal d'être jeté en prison sans procès équitable, que partout il y a la même aspiration à l'égalité. Donc, l'universalité des droits fondamentaux, ce n'est pas un concept français, c'est un concept porté par la France, mais ressenti partout dans le monde, et que nous devons absolument défendre à un moment où il y a une résurgence d'une forme de, je ne sais pas comment appeler ça, d'assignation tribale. Enfin, voilà, on appartiendrait tous, on mettrait les gens dans des cases et, et on penserait en fonction de cela. Non, on ne pense pas avec ses pigments, on ne pense pas avec son orientation sexuelle, on ne pense pas, on est libre de son orientation, on est libre de sa pensée. La liberté, c'est justement de pouvoir aussi s'élever par rapport à ce que l'on est et se positionner et puis de se mélanger. De se mélanger culturellement, idéologiquement aussi, de s'inspirer des uns des autres. Donc c'est de cela que la France est porteuse et il me semble que ce combat, elle doit le mener avec énergie, convaincue qu'elle ne le fait pas pour elle, mais qu'elle le fait pour tous ceux qui dans le monde ont besoin de cette conception universelle, de cette vision universelle, parce que ce sont des êtres humains qui ont droit à la même dignité, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur culture. Enfin la question que nous posons à chacun de nos invités, depuis que nous avons commencé, si vous aviez 2 minutes avec le président Macron, et ça vous est déjà arrivé, il vous demande dites-moi les 2 choses que vous pouvez me recommander pour lutter efficacement contre l'islamisme, contre le terrorisme islamiste, peut-être plus spécifiquement. Il faudrait beaucoup, là encore, beaucoup plus d'orgueil que je n'en ai pour pouvoir prétendre donner des conseils. Je crois que chaque société fait ce qu'elle peut et sur le plan sécuritaire, en tout cas, nous faisons ce que nous pouvons. Sécurité intérieure, sécurité extérieure. La France fait énormément sur ce terrain-là. Il y a une réflexion qui est engagée dans notre pays aussi sur la citoyenneté. Je crois que c'est une très bonne chose et ce que cela implique aussi comme droit et comme devoir. Mais peut-être qu'il y a un terrain sur lequel on n'a pas assez, à mon avis, réfléchi, c'est celui d'une tolérance qu'il me semble que nous avons vis-à-vis du discours sous-jacent au terrorisme. C'est-à-dire tout simplement l'idée que la fin justifierait les moyens. Et ça, cette idée que la fin justifierait les moyens, elle circule. Elle circule parfois dans les manuels d'histoire, elle circule ici ou là. Et au fond, elle est le sous-jacent de la justification du terrorisme. L'idée que parce que l'on porte une cause qui peut être regardée comme juste, ou pas, qui est en tout cas regardée comme juste par ceux qui la portent, eh bien, on pourrait s'autoriser des moyens exceptionnels. Cette idée qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je pense que ça, c'est très important pour, c'est très important pour compléter le dispositif aussi de prévention contre le terrorisme. Une société ne se définit pas simplement par ce qu'elle fait, mais aussi peut-être d'abord par ce qu'elle s'interdit de faire. Et s'interdire de tuer un homme, l'abolition de la peine de mort, s'interdire de le torturer, s'interdire de porter atteinte aux droits fondamentaux, aux règles du procès équitable, c'est aussi ce qui nous définit. Et s'interdire la violence, bien sûr. Merci beaucoup, Françoise Humret. Merci.